Bonjour et bienvenue dans cette session live de la journée porte ouverte de l'école de traduction et interprétation. Nous sommes rattachés à la faculté de lettres, traduction et communication. Je m'appelle Sonia Janssens et je suis titulaire de cours de culture, institutions et littérature anglaise. Je donne aussi le cours de traduction du français vers l'anglais et je suis titulaire du cours d'histoire et théorie de la traduction. Je suis membre de Tradital, c'est notre centre de recherche qui est spécialisé dans le domaine de la traduction, de la traductologie et de l'interprétologie. Donc le but de cette session, c'est de répondre à la question suivante: pourquoi étudier la traduction et l'interprétation? Voilà. La traduction, en fait, est au cœur de la rencontre entre les cultures. Le monde est multilingue et notre univers se mondialise. Il y a de plus en plus de contacts entre des individus, des acteurs politiques ou économiques. Et donc, le Conseil de l'Europe promeut le plurilinguisme. Donc, le Conseil de l'Europe voudrait que tout le monde soit capable ou que tout le monde maîtrise sa langue maternelle et deux autres langues. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. En fait, il y a environ 65% de la population européenne qui est dans ce cas-là, qui maîtrise donc une langue maternelle plus deux langues étrangères. Donc, il est clair que dans beaucoup de contextes, on a besoin de l'intervention d'un traducteur ou d'un interprète. Et donc, la traduction est au cœur de la rencontre entre les cultures. La traduction, c'est la transmission d'un texte écrit d'une langue à une autre. Il ne faut pas confondre traduction et interprétation. La traduction, c'est la transmission d'un texte écrit d'une langue à une autre. Donc, un traducteur ou une traductrice traduit généralement d'une langue étrangère vers sa langue maternelle, mais pas toujours. On parle de la version quand on traduit vers la langue maternelle. On parle du thème quand on traduit vers une langue étrangère. La traduction est parfois spécialisée dans le domaine médical, juridique, littéraire, commercial ou autre. L'interprétation, donc, c'est la transposition d'un message oral d'une langue dans une autre. Et en interprétation, on travaille vers la langue maternelle, qu'on appelle souvent la langue A, mais parfois, on fait de l'interprétation vers une langue B et on appelle ça le retour. Donc, l'interprétation peut être consécutive ou bien simultanée. Elle est simultanée quand elle se fait en même temps que l'orateur parle. Quand l'interprétation se fait après que l'orateur a terminé de parler, on parle d'interprétation consécutive. Il y a de l'interprétation de conférence, mais il y a d'autres types il y a d'autres domaines, comme par exemple l'interprétation juridique, sociale ou même en zone de conflit. Et il n'y a pas de surprise, l'interprétation à distance est aussi une pratique qui s'applique plus couramment ces derniers temps. Donc, historiquement, les traducteurs ont joué un rôle très important. Donc, ils ont, par exemple, joué un rôle important dans l'invention de l'alphabet et donc de l'écriture. Ils ont aidé à forger les langues nationales. Martin Luther, par exemple, quand il a traduit la Bible en allemand, il a contribué à la standardisation de la langue allemande. Les traducteurs ou la traduction, en fait, précède souvent la création littéraire. Souvent, les écrivains se basent sur d'autres œuvres littéraires qui existaient déjà auparavant et qu'ils connaissent grâce à la traduction. Et donc, les traducteurs ont aidé à faire circuler et à vulgariser, en fait, des textes religieux et scientifiques. Ils ont aussi mis sur pied des instruments lexicographiques et terminologiques, comme des dictionnaires, par exemple. La citation que vous voyez ici vient d'un livre écrit par Jean de Lille et Judith. Et il donne en fait l'exemple d'un traité de géométrie qui nous est parvenu par le biais d'une traduction en sanskrit à partir d'une version arabe, elle-même traduite du grec.
Ouais. Historiquement, bien sûr, les interprètes ont joué un rôle très, très important aussi. Il faut savoir que l'interprétation, en fait, précède la traduction. Donc, les interprètes dans l'Antiquité, ils étaient souvent conseillers du roi, ambassadeurs ou diplomates. Plus récemment, au XXe siècle, ils ont joué un rôle particulièrement important, notamment lors de la conférence de la paix à Paris, après la Première Guerre mondiale. On considère qu'en fait, c'est à ce moment-là que l'interprétation de conférences est née. C'était la première fois qu'il fallait faire appel à des interprètes professionnels pour rendre la communication entre les différents pays et leurs représentants. Les interprètes ont été des témoins privilégiés de l'histoire. Voici une photo et vous voyez l'état des choses à ce moment-là, professionnelle aux Nations Unies, une cabine a beaucoup changé. La mondialisation, il y a de plus en plus et professionnels. Et donc, on parle des industries, de l'activité qui facilite. Et ce que vous voyez ici vous montre que dans une période de 10 ans, ce marché a doublé. Les domaines d'intervention traditionnels, nouveaux domaines, de nouveaux métiers. Par exemple, la traduction audiovisuelle, comme le doublage, le sous-titrage de films, de documentaires ou de spectacles de théâtre. Parfois, on demande aux traducteurs de faire de la recherche documentaire et de faire du traitement de l'information en plusieurs langues. Le traducteur peut être localisateur de sites web ou de jeux vidéo. Le traducteur peut aussi constituer des bases de données terminologiques. La Chambre belge des traducteurs et des interprètes a fait une enquête en 2018 et a posé la question aux traducteurs professionnels combien d'entre eux utilisaient les outils d'aide à la traduction. Je vous ai dit que le métier ou les métiers ont beaucoup changé et donc un des grands changements, bien sûr, c'est tout ce qui est technologie, informatique, tous les outils qui ont été développés, qui aident les traducteurs à travailler plus vite. Et donc voilà, selon cette enquête, 77% des traducteurs professionnels utilisent des outils d'aide à la traduction. Et donc, quand on demande aux autres pourquoi ils n'utilisent pas ces outils, certains disent que voilà, ils ne veulent pas être remplacés par un robot. C'est une crainte parmi certains ou de certaines. Il y a des traducteurs qui ont peur qu'ils auront moins de revenus, parce que bien sûr, une machine peut travailler beaucoup moins cher qu'un traducteur. Ne connaissent pas bien ces outils. Certaines méfiances par rapport à la qualité de la traduction faite par une machine. Parfois, les traducteurs n'utilisent pas ces outils parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment développés dans certains domaines ou pour certaines langues. Donc, une des questions qu'on pose souvent, c'est est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce qu'il faut encore étudier la traduction et l'interprétation aujourd'hui? Donc, quid de la traduction dans l'ère de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies? Il y a eu énormément de progrès dans le développement de tous ces outils et ce progrès continue à aller bon train. Il y a beaucoup d'outils d'aide à la traduction.
Et il faut bien insister sur aide à la traduction, car tous ces logiciels, tous ces systèmes, comme par exemple des mémoires de traduction, des concordanciers, des logiciels de gestion de projet, etc., ils sont là pour aider le traducteur. Donc, sans l'intervention du traducteur, en fait, ils n'ont pas de sens ou ne fonctionnent pas bien. Donc, il y a aussi des logiciels de traduction automatique neuronale qui sont très, très prometteurs, mais le consensus est très clair. L'être humain, le traducteur humain, reste indispensable dans le processus, que ce soit dans le cas de l'utilisation d'outils d'aide à la traduction ou bien des logiciels de traduction automatique. Il y a toujours le besoin d'avoir un être humain pour garantir la qualité du produit. Donc, une traduction faite par une machine doit être vérifiée et corrigée par un traducteur humain. On appelle ça la post-édition. Les interprètes et les traducteurs interviennent aussi dans le développement de ces outils. Et donc, il faut savoir comment traduire pour pouvoir utiliser les outils d'aide à la traduction à bon escient. Donc, il ne faut pas avoir peur. Alors, quelles compétences faut-il développer pour devenir traducteur ou interprète? Il faut bien sûr des compétences linguistiques. Il faut bien maîtriser la langue maternelle. Il faut une excellente maîtrise aussi des langues étrangères. Souvent, on pose la question, quel niveau faut-il avoir au début, donc pour entamer ces études? Ça dépend un petit peu. Dans certaines langues, comme l'anglais par exemple, on sait que les élèves, les étudiants ont déjà eu des cours et donc on ne part pas à zéro en fait. On attend quand même une certaine maîtrise. Pour d'autres langues, comme par exemple le chinois, on commence au début, mais on avance très vite, donc il faut quand même s'accrocher. Donc les compétences linguistiques sont très très importantes. Il faut savoir que la traduction, c'est aussi de la création, et donc il faut des compétences rédactionnelles dans la langue maternelle, mais aussi dans les langues étrangères. Donc en principe, vous travaillerez le plus souvent vers votre langue maternelle, mais on peut vous demander quand même de traduire vers une langue étrangère. Donc traduire, c'est pas seulement du texte qu'on traduit, mais c'est aussi de la culture qu'on traduit. Et donc, il faut des connaissances, des compétences culturelles et interculturelles. Il faut bien sûr de la compétence traductionnelle. Donc, il faut bien connaître tous les procédés de traduction et d'interprétation. Il faut des compétences thématiques parce que en tant que traducteur ou interprète, vous serez amené à traduire des textes qui traitent de certains sujets spécifiques, comme du juridique, du littéraire, du médical, etc. Il faut aussi certaines compétences cognitives. Donc, les interprètes, par exemple, doivent pouvoir bien se concentrer, doivent être résistants au stress et doivent avoir une excellente mémoire. Il faut des compétences technologiques puisque le travail, le métier devient de plus en plus technologique avec le développement des outils d'aide à la traduction et bien sûr avec tout le progrès dans la traduction automatique. Finalement, il faut aussi des compétences déontologiques et professionnelles. Un traducteur juridique, par exemple, doit être neutre à tout moment et bien sûr doit garder le secret, donc doit être très discret. Voilà, et donc tous ces éléments, bien sûr, vous les retrouverez dans notre programme. Je vous montre ceci sans entrer dans le détail, c'est juste pour vous montrer qu'au bloc 1, par exemple, du bachelier, vous aurez des cours généraux, parce que la culture générale, c'est très, très important. Vous aurez des cours de français, puisque ce sera dans beaucoup de cas votre première langue de travail, puis des cours dans les langues étrangères. Et vous verrez qu'au bloc 1, on va surtout travailler la maîtrise de la langue, mais toujours de manière contrastive. Au
bloc 2, encore des cours généraux, notamment des cours qui vont vous apprendre à utiliser les outils d'aide à la traduction et vous expliquer comment fonctionne la traduction automatique. Toujours des cours de français, parce que c'est très très important d'avoir une maîtrise du français, notamment une bonne maîtrise de l'expression écrite. Puis encore des cours de langue étrangère, bien sûr, et à partir du bloc 2, les cours de traduction deviennent plus intensifs, hein. Il y a plus de traduction et on fait aussi de la traduction donc version et de la traduction thème. Voilà. Au bloc 3, vous aurez un cours d'histoire et théorie de la traduction pour apprendre évidemment quelle est l'histoire de la traduction et quelles sont les théories qui ont été formulées dans le domaine de la traductologie et de l'interprétologie. Hein, parce que la traduction, c'est un métier, mais c'est aussi un domaine scientifique. Toujours des cours de français, des cours de langue étrangère, et il y a aussi au bloc 3 la mobilité. Donc à ce moment-là, vous partirez pendant un quadrimestre à l'étranger. Le programme de master, pour l'instant, est conçu comme ceci. Donc, il y a 3 finalités pour les traducteurs. Donc, industrie de la langue, d'un côté, relations internationales et traduction multidisciplinaire, ainsi que traduction littéraire. Et puis, il y a le master en interprétation. Donc, quel est le profil d'étudiant qu'on cherche? Il faut une très bonne maîtrise du français. Il faut une très bonne connaissance et un intérêt marqué pour les 2 langues étrangères. Il faut de bonnes compétences rédactionnelles. Il faut de la curiosité et de l'intérêt pour l'actualité, les arts, l'histoire, la culture et la littérature. Il faut aussi une certaine aptitude technologique ou informatique. Voilà, je vous l'ai dit, la traduction, c'est un métier, mais c'est aussi un domaine de recherche. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'au cœur de la traductologie, il y a bien sûr l'acte de traduction, mais autour de ça, il y a énormément de questions intéressantes, comme l'histoire de la traduction, dans le processus de traduction, les outils informatiques utilisés, les aspects linguistiques et les domaines de connaissances impliqués dans ce processus. Donc, dans notre centre de recherche Tradital, nous nous intéressons bien sûr à toutes ces choses-là. Notre recherche s'articule en 3 axes, donc traductologie et interprétologie, d'une part, didactique des langues vivantes, des littératures en langues étrangères, des cultures et de l'interculturel en langues étrangères, et troisième axe, l'ingénierie de la langue et des ressources linguistiques. Voilà pourquoi étudier la traduction ou l'interprétation. Je vais tenter de vous donner quelques éléments de réponse. C'est une activité valorisante au niveau sociétal, mais aussi économique et individuel. Donc au niveau sociétal, je vous ai parlé des traducteurs juridiques ou la traduction, le traducteur qui intervient dans les services publics, par exemple, qui facilite la communication entre les autorités et des réfugiés, par exemple, ou entre des patients et des médecins. Au niveau économique, je vous ai montré les chiffres, hein, donc c'est un marché qui est en croissance. Et au niveau individuel, avec toutes les compétences que vous allez développer au cours de ces études, je pense que vous comprenez que c'est très valorisant pour vous individuellement. Donc le caractère interdisciplinaire de l'activité, je pense, de l'étude et de la recherche est très très intéressant. C'est une discipline scientifique à part entière, mais qui en est encore à ses débuts. Et donc il y a énormément de potentiel, il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc la traduction et l'interprétation, c'est un métier, ou ce sont des métiers qui sont très variés, qui ont une longue tradition et qui néanmoins sont en plein développement. Et moi, pour moi personnellement, c'est quelque chose d'intéressant
Et ce n'est pas du tout une menace, mais bien au contraire quelque chose qui est très, très prometteur. Donc, toutes les compétences que vous allez acquérir lors de cette formation, elles seront utiles aussi dans d'autres domaines ou dans d'autres métiers. Voilà, donc il faut bien sûr étudier les langues, il faut étudier la traduction, l'interprétation, il faut faire ça à Bruxelles et de préférence bien sûr à l'école de traduction et interprétation. Ce que je vous montre ici, c'est le site web. Et j'aime beaucoup la photo qui dit « This must be the place ». Je suis bien d'accord avec ça. Il faut savoir aussi que notre école existe depuis 1958. Donc nous avons beaucoup d'expérience dans l'enseignement de la traduction et de l'interprétation. Peut-être que vous n'êtes toujours pas convaincu. Et dans ce cas-là, je vous invite à regarder un petit peu ce qui se trouve ici. J'ai mis quelques liens et j'espère qu'ils vous parviendront aussi via le chat. Comme ça, vous pourrez les regarder après. Il y a quelques podcasts sur YouTube et quelques articles aussi. Bon, il y a un article et 3 podcasts, c'est ça. Donc, il y a d'une part une interview avec Jean-François Ménard qui a traduit la série Harry Potter de J.K. Rowling et qui explique comment il a traduit les noms. Par exemple, il a traduit Hogwarts comme Poudlard et il a inventé le mot. L'auteur, J.K. Rowling, a inventé le mot Hogwarts et en fait, donc ce mot ne se retrouve pas au dictionnaire. Donc c'est le traducteur qui doit chercher une traduction. Il a choisi le mot Poudlard, il l'a inventé. Et en fait, l'art fait allusion au cochon. Donc hog, dans Hogwarts en anglais, fait allusion au cochon. Et donc le traducteur a dû être très très créatif. Il a dû d'abord analyser ce que l'auteur a voulu exprimer. Ensuite, il a dû chercher une expression équivalente en français qui pouvait traduire non seulement le sens au premier et au deuxième degré, mais qui tenait également compte des aspects phonologiques. Et donc, c'est intéressant parce que c'est un bel exemple, en fait, une belle illustration de la théorie du jeu. La théorie du jeu, c'est une théorie de la traduction qui dit que la traduction, c'est un jeu. Il y a des règles, il y a des contraintes. Et le traducteur doit faire des choix. Et chaque choix a des conséquences, en fait. C'est bien illustré par ce que nous explique Jean-François Ménard. Voilà. Il y a aussi un article sur Anthea Bell, qui est la traductrice des bandes dessinées de Obélix et Astérix. Et elle aussi a été extrêmement créative et a vraiment fait de très, très belles trouvailles. Il y a aussi un podcast, Comment devenir un interprète en langue française. Donc là, c'est un interprète de la DG, de la Commission européenne en interprétation en langue française, qui explique un petit peu ce qui est attendu des candidats. Et voilà. Il y a aussi un podcast sur Amanda Gorman. Vous l'aurez peut-être déjà trouvé ou entendu. Amanda Gorman, c'est une jeune poétesse qui a écrit un poème pour l'inauguration du président américain Joe Biden. Et elle a enchanté le monde, en fait, avec son poème. Et tout de suite, les maisons d'édition ont voulu traduire son poème. Mais certains ont insisté que le traducteur ou les traducteurs devraient être des femmes jeunes et activistes. Et donc, à cause de ça, il y a toute une polémique. Et la question est de savoir, est-ce que tout le monde peut traduire cette œuvre ou une œuvre? Et donc, c'est une polémique très, très intéressante. Et moi, elle me fait penser, bien sûr, à l'approche herméneutique en traduction. C'est une approche qui dicte que de toute manière, le traducteur doit se mettre dans la peau de l'auteur du texte source. Je vous laisse découvrir tout ça.
Voilà, j'espère que je suis restée dans les temps. Si vous avez des questions, je veux bien sûr essayer d'y répondre. Merci en tout cas pour votre attention et j'espère que je vous verrai l'année prochaine. Oui, bonjour. En effet, il y a des questions. Donc, une des questions était, donc, est-ce que ce sont des études qui seront utiles si il s'avère que l'étudiant fait autre chose que traducteur ou interprète par après? Oui, je pense que je l'ai dit aussi, hein, donc avec tout ce que vous allez apprendre, les connaissances que vous aurez en langue, en culture, aussi en informatique. Hein. Donc tout ça, bien sûr, est très recherché aussi dans d'autres domaines et applicable dans d'autres métiers. Donc oui. Une bonne partie de nos étudiants deviennent traducteurs ou interprètes professionnels, mais il y en a d'autres qui se dirigent vers d'autres directions. Une autre question aussi. Donc, après le bachelier en traduction-interprétation, quels masters sont accessibles? Ce sont les masters que j'ai montrés. Hein. Donc, il y a 3 masters en traduction et donc un en interprétation. Et donc, en fait, ou bien c'est relations internationales, ou bien industrie de la langue, ou bien littérature. Et alors, concernant les masters aussi, est-ce possible de faire un master à l'étranger après le bachelier? Oui, bien sûr, c'est possible. Oui, tout à fait. C'est le diplôme du bachelier est reconnu, donc en principe, il vous donne accès à une formation à l'étranger. Ok. Et alors, au niveau des combinaisons de langues en master, quelles sont les combinaisons de langues possibles? Oui, il y en a beaucoup, bien sûr. Hein. Donc, il y a le néerlandais, l'anglais, il y a l'allemand, l'italien, l'espagnol. Donc, il n'y a pas l'arabe, par exemple, ou pas le chinois. Donc, c'était ça la question. Hein. Mais donc, pour toutes les autres langues, vous pouvez continuer en master. Je regarde un petit peu pour les questions. Oui. Il y a une question au sujet de la traduction littéraire. Il vaut-il mieux faire une traduction interprétation ou alors plutôt langue et lettres? À ça s'ajoute une question, avons-nous besoin de connaissances en espagnol avant de commencer les études anglais-espagnol? Et quel est le niveau requis? Et toujours à propos de la traduction littéraire, est-ce qu'en tant qu'étudiant en Master 2 littéraire de France, ce profil me permet de postuler pour un master en traduction à finalité relations internationales? C'est beaucoup de questions en une fois. Vous voulez bien me rappeler la première question? Alors, la toute première question, c'était si l'on veut faire de la traduction littéraire, vaut-il mieux faire un choix de traduction et interprétation ou plutôt langue et lettres? Moi, je dirais plutôt traduction. Hein, parce que la traduction, pour faire de la traduction, il faut bien sûr bien connaître donc la langue source, la langue cible, mais il faut surtout connaître les procédés de traduction. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vous apprendra donc dans le cursus traduction et interprétation. C'est pas nécessairement quelque chose inné, c'est vraiment quelque chose qu'il faut entraîner en fait. Voilà. Et c'était quoi l'autre question? Alors, toujours à propos de la traduction littéraire, est-ce qu'un master en traduction permet-il de mener à la traduction littéraire? Alors, personnellement, je ne vois pas très bien la nuance, mais bon. Non, moi aussi, je ne comprends pas tout de suite. Peut-être que la personne va rajouter une petite précision, je ne sais pas. Si elle le fait, nous vous le transmettrons. Donc, alors aussi la question, c'était avons-nous besoin de connaissances en espagnol avant de commencer des études anglais-espagnol? Y a-t-il un niveau requis? C'est très difficile à dire. Hein, donc,
pour le néerlandais, pour l'anglais, on sait que les étudiants, les élèves ont déjà eu des cours au niveau du secondaire. Donc là, il y a certaines attentes. Pour l'espagnol, il n'y a pas cette attente-là. Maintenant, on va expliquer les bases, mais on avance très très vite. Ça, c'est vrai. Mais donc, pour vous dire quel est le niveau requis, c'est une question vraiment très très difficile à répondre. Et honnêtement, moi j'ai vu des étudiants arriver chez nous qui avaient un niveau très faible, mais qui ont énormément travaillé, qui ont progressé, qui ont bien réussi. J'en ai vu d'autres qui avaient un meilleur niveau au début, mais qui n'ont peut-être pas travaillé et voilà, qui ont eu moins de succès. Donc le niveau de départ, c'est pas, ne dit pas tout en fait. Alors, la question d'une étudiante, c'était qu'elle était en Master 2 traduction littéraire en France et elle voulait savoir si son profil lui permettait de postuler au Master de traduction à finalité relations internationales. Je pense en principe oui, mais il faut poser la question et il faudra montrer quels UE ont déjà été crédités, etc., pour avoir une réponse définitive. Donc, je pense que là, il faut quand même poser la question à l'administration. Je pense qu'en principe, oui. Quels sont les débouchés après un bachelier en traduction avec une deuxième langue japonais? Avec une deuxième langue japonaise particulièrement, les débouchés sont vraiment très très divers. Nos étudiants travaillent dans des entreprises parfois, travaillent en tant qu'indépendants, en tant que traducteurs ou interprètes. Donc, il y a énormément de possibilités et certainement spécifiquement pour le japonais, je ne saurais vous dire. C'est assez complexe les questions, je ne sais pas si vous saurez répondre. Si j'ai un C1 en français, puis-je étudier avec vous? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Donc, la question est, si j'ai un C1 en français, je suppose que c'est le niveau de langue, puis-je étudier à l'ISTI? Oui, je pense que oui. Enfin, en tout cas, pour ce qui est du niveau de base, de départ, vraiment, c'est comme j'ai dit, parfois il y a des étudiants qui ont un très bon niveau, il y en a d'autres qui ont des faiblesses, mais qui suivent les cours du bureau d'appui pédagogique, par exemple, qui suivent des cours pour allophones, si c'est leur cas. Donc, il y a moyen, s'il y a des faiblesses, il y a moyen de se rattraper. Donc, il ne faut pas avoir peur, je pense, mais il faut se dire qu'il faudra travailler. Voilà. Je pense que c'est l'ensemble des questions auxquelles vous pourrez répondre. Les autres questions, nous leur répondrons nous-mêmes par écrit parce que c'est plutôt des questions vraiment d'admission très administratives. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir tout le monde.